Je vous raconte l'histoire incroyable de l'un des animés qui m'a le plus surpris ces dernières années, racontant la lutte de ceux croyant à la place du soleil au centre de l'univers, face à l'église qui refuse de remettre en question le géocentrisme, à savoir la place de la Terre au centre de tout. Nous sommes au XVe siècle, au royaume de paix, où, aller à l'encontre de ce que dit l'Église, entraîne la condamnation à mort, brûlés vifs sur la place publique. Au sein de l'école d'un petit village, nous découvrons le professeur Potoki, qui demande aux élèves ce qui se trouve au centre de l'univers. Rafale, l'élève le plus brillant et enfant recueilli par le professeur lui-même, répond la Terre. Selon Aristote, les objets lourds tombent vers le bas. Dès lors, si les objets tombent sur la Terre, cela signifie qu'elle est la sphère la plus basse de l'univers. Voilà une réponse excellente qui lui vaut les félicitations de la classe tout entière, mais la vie de ce jeune garçon de 12 ans est sur le point d'être complètement chamboulée. Déjà, il a été reçu dans une université pour y apprendre la théologie, mais surtout il va faire une rencontre bouleversante. Poursuivons pour le moment ce qui se passe en classe pour que vous compreniez bien la personnalité du jeune Rafale. C'est un garçon brillant qui sait utiliser son entourage à son avantage. Il n'hésite pas à en faire trop pour être perçu comme un élève modèle. Toutefois, après son annonce faite devant toute la classe d'étudier la théologie, son père lui demande d'arrêter de s'intéresser à l'astronomie, car oui, s'il y a bien quelque chose qui passionne notre cher Rafale, c'est l'étude des objets célestes. Son père lui demande aussi d'escorter une connaissance à lui nommée Hubert, qui a été arrêté pour hérésie au vu de ses recherches interdites qu'il menait. Une fois aux portes du royaume, il découvre un homme imposant qui cerne rapidement ses faux sourires. Il a entendu parler de lui et de sa passion pour l'astronomie. Il remarque qu'il porte un astrolabe, alors il lui demande s'il compte poursuivre cette voie en l'étudiant une fois à l'université. Malheureusement, face au dire de son père, Potoki, Raphaël lui dit qu'il ne s'agit là que d'un passe-temps, il compte étudier la théologie. Hubert lui demande s'il tient un carnet de compte-rendu, où il y note toutes ses observations. Après y avoir jeté un coup d'œil, il voit en lui un outil qu'il peut utiliser pour poursuivre ses propres recherches portant sur l'astronomie, les mêmes qui l'ont conduit à être traité d'hérétique. Sa repentance n'a été que du bluff pour que l'Église lui rende sa liberté, mais il compte bien finir ce qu'il a commencé. Toutefois, ses yeux lui font défaut, et il ne peut plus étudier aussi convenablement les étoiles, c'est pourquoi il a besoin de l'aide de Rafale pour lui apporter les calculs dont il a besoin. S'il refuse, il n'hésitera pas à le tuer, alors forcément, devant une demande si charmante, Rafale accepte. Il lui donne rendez-vous le soir même pour lui montrer un endroit parfait pour observer le ciel. Une fois parti, la première idée qui vient à l'esprit de Rafale est de le dénoncer, mais l'envie de découvrir un endroit parfait pour voir les étoiles est trop forte, alors il se ravise et le rejoint en pleine nuit. Comme convenu, Rafale se charge de prendre des notes pour lui, mais il ne peut s'empêcher de lui demander en quoi consistent ces recherches pour lesquelles il a été condamné. Selon lui, ce n'est ni le soleil, ni les étoiles qui se déplacent, mais la Terre. Elle tourne en orbite sur son propre axe. S'il y a bien un matin chaque jour que Dieu fait, c'est parce que la Terre baisse par rapport au Soleil. Et s'il y a 4 saisons durant une année, c'est uniquement dû au fait que la Terre tourne autour du Soleil à des axes différents. C'est ce qu'on appelle plus communément l'héliocentrisme, qui s'oppose au géocentrisme qui place la Terre au centre de tout. Pour Rafale, cela est impossible pour 3 raisons. Tout d'abord, lorsqu'il saute sur place, il ne bouge pas. Il atterrit exactement au même endroit. Deuxièmement, oser penser que la Terre n'est pas au centre de l'univers va à l'encontre de l'Église. Et enfin, troisièmement, risquer sa vie sur une intuition est idiot. Hubert n'est pas hermétique à ses remarques, sauf la dernière. C'est justement parce qu'il met sa vie en jeu qu'il fait confiance en son intuition. Sur ces belles paroles, Hubert se retire et lui dit à demain. Effectivement, le lendemain, au soir, Rafale prend bien la direction pour le rejoindre, mais il glisse, ce qui le fait tomber à la renverse. En se relevant, il a soudain une interrogation des plus subtiles qui lui vient à l'esprit. Lorsqu'il est tombé, son corps en mouvement a donné l'impression que les montagnes face à lui se renversaient. S'il se compare comme la Terre et les montagnes comme étant le Soleil, alors cela pourrait bien rendre possible la théorie d'Hubert. Une fois dans sa chambre, il ouvre un cahier de croquis et commence à imaginer comment l'univers pourrait tourner pour que l'héliocentrisme soit avéré. Il y passe toute la nuit jusqu'à parvenir à un résultat qui confirmerait que le Soleil est au centre de l'univers et que les planètes gravitent autour d'elle en orbite. Lorsqu'il retrouve Hubert, ce dernier constate que ses observations sont de plus en plus précises, mais Rafale reste quand même sceptique qu'il mette sa vie en jeu pour prouver sa théorie, alors qu'il pourrait vivre une vie paisible et magnifique une fois au paradis. Et c'est bien là que Rafale se trompe.
Hubert croit en Dieu. C'est justement parce qu'il a une foi sans faille en lui qu'il apprécie de vivre sur cette terre merveilleuse qu'il a créée. La plupart estiment que vivre est difficile, ils ont hâte de découvrir un monde magnifique qui se trouve là-haut, mais en ce qui le concerne, ils préfèrent apprécier ce que Dieu leur a offert. Il annonce à Rafale qu'il n'a plus besoin de ses services, il a trouvé un autre moyen pour poursuivre ses recherches seul, mais il lui conseille quand même de continuer l'astronomie. En rentrant chez lui, Rafale tombe sur l'inquisiteur Novak, accompagné de 2 hommes de l'église. Il souhaite interroger Hubert pour savoir comment se passe sa repentance. Alors Rafale le rassure en lui disant qu'il mène une vie modeste, bien tranquille. Novak est content d'entendre ça et il espère qu'il ne fait pas partie de ses apprentis, auquel cas, cela l'embêterait beaucoup de faire des heures supplémentaires pour se charger d'une 2e personne. Rafale lui assure qu'il n'en est rien, il ne supporte pas tous ceux qui pensent autrement que l'église. Et c'est marrant qu'il dise ça car Novak lui présente un cahier qu'il a trouvé dans sa chambre. Selon lui, cela ressemble fortement à des dessins blasphématoires. C'est alors qu'Hubert arrive au même moment et lui certifie que ce cahier lui appartient. Il l'a caché dans la chambre du gamin car il pensait que c'était une bonne cachette. Novak n'a alors pas le choix, il l'emmène pour qu'il soit exécuté, mais juste avant de partir, il envoie un médaillon à Rafale. Ce dernier lui demande de ne pas se laisser faire sinon il ne pourra jamais terminer ce qu'il a entrepris. C'est alors qu'Hubert se retourne vers lui en lui disant qu'il vient d'achever sa mission. Hubert meurt brûlé vif juste après leur séparation. Rafale observe le médaillon qu'il lui a donné et constate qu'il y a 3 points noirs. Cela lui rappelle la ceinture d'Orion, qu'ils ont observée à travers les montagnes. Mais le point central semble dessiné différemment. S'il se réfère bien à la ceinture d'Orion, ce point représente Al-Nilam. Alors Rafale décide de grimper la montagne qui correspond à Al-Nilam. Une fois au sommet, il tombe sur un coffre qui contient une lettre d'Hubert. Celle-ci raconte que le coffre contient l'ensemble de ses recherches basées sur l'héliocentrisme et qu'après toutes ces années, il est venu à une conclusion. Cette théorie ne peut être vérifiée. Il est impossible de prouver que le Soleil se trouve au centre de l'univers. Trop de facteurs sont incertains. Peut-être que cela appartient au domaine de Dieu, ce qui signifie que cette théorie doit disparaître, mais malgré tout, à la fin de sa lettre, il lui implore de poursuivre ses recherches. Il n'a pas eu le courage de les brûler, mais il sait que Rafale, lui, le pourra. Car sa raison est plus forte que son intuition. Bon, il change finalement d'avis et éteint le feu. Le lendemain à l'école, le professeur Potocki rappelle aux élèves que c'est le dernier jour pour Rafale avant qu'il ne parte pour l'université. Celui-ci en profite alors pour adresser un dernier mot d'adieu en remerciant tout le monde et déclare sur un coup de tête que désormais, il compte étudier l'astronomie. Ah, voilà une décision des plus étranges car il sait pertinemment que son père refuse qu'il poursuive cette voie-là. D'ailleurs, il ne signe pas son formulaire nécessaire pour l'inscription à l'université si Rafale ne se ravise pas. Bon, il ne faut pas attendre bien longtemps pour que finalement il le rassure en lui disant qu'il part étudier la théologie. Mais sur son temps libre, il compte bien approfondir son savoir sur l'astronomie. Il poursuit ses recherches sur l'astronomie d'ailleurs en se basant sur les travaux d'Hubert et s'assure de brûler ses brouillons. Le reste, il le conserve dans une boîte à l'abri des regards. Lorsqu'il se promène dans la ville, Novak, l'inquisiteur, lui tombe dessus. Il le suspecte de poursuivre les travaux d'Hubert, surtout qu'il porte autour du cou le médaillon qu'il lui a donné avant de mourir. Rafale le rassure en lui disant qu'il le porte pour ne pas oublier son hérésie et être toujours vigilant de ceux de son espèce. Il jure même devant Dieu de ne pas être mêlé à ses travaux, alors Novak le laisse partir. En rentrant chez lui, il découvre qu'un de ses brouillons non brûlés se trouve sur son bureau. De plus, ses calculs ont été revus. Est-ce l'œuvre de son père ? En parlant de lui, il arrive et lui conseille dorénavant d'être plus prudent car ce genre de papier met du temps à brûler. Lors d'une sortie, Potocki reçoit la visite surprise de Novak. Celui-ci cherche à éclaircir la situation en ce qui concerne Hubert, l'homme qu'il a recueilli. Il était l'un de ses élèves et surtout, Potocki a déjà été accusé d'hérésie pour avoir mené des recherches sur l'héliocentrisme. Il ne serait pas étonnant de voir Hubert reprendre ses travaux, mais pour autant sont-ils toujours en relation au sujet de ses recherches. Hélas, Novak n'a pas la preuve. En revanche, si jamais il trouve une preuve que son fils Rafale mène des recherches sur cette théorie, alors il sera jugé complice et devra s'acquitter de son 2e jugement pour hérésie, soit la mort brûlé vif sur le bûcher. S'il avoue maintenant que son fils mène des recherches sur l'héliocentrisme, il fermera les yeux et surtout cela ne sera que le premier jugement pour Rafale. Il sera vite relâché s'il se reprend. Le soir, Rafale vient voir son père pour en savoir plus sur les révisions qu'il a effectuées sur son brouillon. Mais ce dernier l'arrête tout de suite. Il lui demande s'il pense pouvoir prouver l'héliocentrisme. Rafale lui affirme que oui, puis il lui demande de lui pardonner et d'aller se coucher. Le lendemain matin, dès son réveil, il est accueilli par Novak et ses 2 confrères. Son père l'a dénoncé pour ne pas risquer la mort. Une fois en prison, Novak lui explique qu'il peut éviter toute torture s'il jure lors de son procès de ne plus mener des recherches sur l'héliocentrisme, ainsi que de brûler tous ses travaux. Il lui laisse la nuit pour y réfléchir, surtout qu'il peut encore se rendre à l'université.
Durant cette nuit justement, Rafale ne fait que réfléchir. Pourquoi se trouve-t-il ici? Il était admiré de tous, pourquoi lui a-t-il fallu étudier l'héliocentrisme? Sans ça, il aurait pu aspirer à une vie confortable et paisible. Puis soudain, le reflet de la lune vient éclaircir sa cage, comme pour lui rappeler pourquoi il se bat. Il n'a jamais vu un ciel aussi magnifique que celui à travers sa petite lucarne. Le lendemain, son procès a lieu. Tout se passe comme Novak l'a dit. Il avoue devant le juge avoir mené des recherches sur l'héliocentrisme, mais au vu de son parcours scolaire exemplaire, il lui autorise l'entrée à l'université et le libère si jamais il accepte les conditions qui lui sont imposées. Bien que Rafale a toujours su jouer avec les mots pour se faire passer pour un enfant brillant, cette fois il décide de se battre pour ses convictions haut et fort et il déclare qu'il croit en l'héliocentrisme. Le soir, de nouveau dans sa prison, il a droit à un bon vin à la veille de ses premières tortures. Il propose à Novak de s'installer pour boire avec lui. Celui-ci souhaite comprendre pourquoi il a tout gâché lors de son procès alors qu'il aurait pu être tranquille, mais Rafale ne souhaite pas voir ses travaux brûler. Il sait que si une personne tombe dessus, cela peut permettre à ses travaux de perdurer dans le temps. Il tient à préciser à Novak que l'ennemi de l'Église, ce n'est pas lui, ni l'héliocentrisme, mais la vérité. Et qu'on le veuille ou non, elle finit toujours par se propager comme une maladie. Un jour ou l'autre, le monde saura la vérité. Novak tient à lui rappeler de ne pas sous-estimer la torture. Il ne tiendra jamais plus d'une journée. C'est pourquoi il a ajouté des graines de pavot mélangées avec du poison dans son vin, pour qu'il mette fin à ses jours sans douleur. Pour Novak, cela apparaît comme un acte de folie. Rien de bien ne l'attend de l'au-delà. Mais Rafale lui rappelle que personne ne sait ce qui se trouve dans l'au-delà. Ceux qui vivent ne connaissent pas la mort et ceux qui sont morts ne vivent pas. Il préfère vivre une vie courte menée par de l'inspiration qu'une vie longue sans motivation. Après quoi il demande à Novak de le laisser seul, le poison commence à faire effet. Le lendemain matin, il est brûlé seul sous le regard de Novak. 10 ans plus tard, 2 hommes découvrent sa boîte cachée sur la montagne grâce au médaillon qu'il portait. Mais avant de raconter comment ils l'ont trouvé, commençons par les présentations. Nous faisons la rencontre d'Oxy et de Grace, des assassins recrutés par la garde civile. Ils ont justement un petit boulot à faire, représenter un noble nommé Nastula qui a été provoqué en duel. Pour protéger leur anonymat, ils apparaissent cagoulés. C'est Oxy qui se charge du duel et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très doué épée à la main. Le noble lui faisant face ne comprend pas pourquoi il doit se battre contre un roturier. C'est Nastula qui l'a provoqué en duel. Mais comme le stipule le contrat que lui présente Grace, il a consenti le droit de se faire représenter par autrui. Il n'a alors pas le choix que de jouer sa vie s'il veut survivre. Malgré son esquive magnifique, sa contre-attaque est stoppée par un réflexe d'Oxy qui dégaine une autre arme puis le désarme dans son élan. Il le tue transperçant sa gorge par son épée. Grace voit bien que quelque chose le tourmente. Faut dire qu'Oxy en a tué des hommes. Et à chaque fois leur regard est plongé dans la terreur comme s'il connaissait déjà l'enfer. Il se demande si lui pourra se rendre au paradis avec tout ce sang sur les mains. Grace lui conseille de se détendre et de trouver des petits plaisirs à côté du travail pour qu'il décompresse. D'ailleurs, il l'invite à boire un verre. En ce qui le concerne, il lui explique ce qui le passionne, le ciel. Il aime observer les constellations, puis une nuit, il a constaté qu'une étoile rouge bougeait différemment des autres. Il en a parlé à un moine qui lui a appris qu'il s'agit d'une planète nommée Mars. Grace a alors décidé de l'observer et de noter quotidiennement sa trajectoire, et quelle fut sa surprise lorsqu'il découvrit que sa trajectoire était un cercle parfait. Cela fait 2 ans qu'il l'observe et d'après lui, elle va bientôt avoir réussi à faire le tour complet. Sauf que durant la même nuit, il observe qu'elle s'est arrêtée. Mars n'a pas bougé depuis hier. Pire encore, le lendemain, elle a commencé à faire demi-tour, transformant son cercle parfait en une trajectoire hideuse. Une autre journée, ils reçoivent pour mission d'escorter un hérétique. Ils sont reçus par l'inquisiteur Damian, mais pas que, puisqu'on retrouve une connaissance, Novak. Lors du transport, l'hérétique demande à nos 2 assassins si le ciel les intéresse. Oxy ne souhaite pas en parler, il n'approuve pas le fait d'aller à l'encontre de l'église alors qu'elle lui accorde son salut. Mais justement, est-ce que l'église apporte réellement son salut? Est-ce que le paradis existe réellement? Ce qui effraie justement les hommes, c'est de ne pas avoir sa place dans ce paradis, c'est qu'il n'existe pas. Pire que ça, la grande majorité ignore que ce monde est bien plus beau que le paradis promis. Il affirme avoir des preuves de ce qu'il avance dans un coffre en pierre en haut d'une montagne. Alors Grace décide de couper ses liens. Il prend le contrôle de la carriole, mais très vite le conducteur de la deuxième carriole, celle où se trouvent Novak et frère Damian, le remarque et les prévient. Au grand mot, les grands remèdes, Novak utilise une arbalète pour tirer un carreau sur le cheval, ce qui renverse leur carriole. L'hérétique se retrouve au sol avec quelques planches plantées dans le dos, tandis qu'Oxy s'approche de Novak en l'appelant à l'aide. Mais il ne compte pas le laisser le berner. Bien qu'il lui certifie avoir été pris en otage, rien ne prouve qu'il n'est pas complice de cette tentative d'évasion. Alors Oxy tente le tout pour le tout en se rendant lui-même. Mais dans un cas comme celui-là, d'une reddition volontaire, seul son jugement est pris en compte. Novak n'hésite pas alors, il fonce sur lui pour le tuer.
Mais l'hérétique se relève pour le protéger. Il tend sa main pour lui donner un médaillon, le même que possédait le jeune Rafale. Puis Oxy prend les jambes à son cou. Novak lance alors sa lame sur lui, mais cette fois c'est Gratz qui le protège en déviant son arme. Ils arrivent d'ailleurs tous deux à partir. Novak préfère ne pas les poursuivre, car l'hérétique qu'il doit transporter gît sur le sol et il ne peut pas les laisser là. Nous retrouvons alors nos deux fugitifs en train d'explorer la montagne qu'a mentionné l'hérétique dans la carriole à la recherche du coffre contenant ses recherches. C'est Oxy qui le trouve. Une fois ouvert, il tombe sur deux lettres, une ancienne et une récente. Gratz souhaite déjà lire la plus récente, se doutant qu'il s'agit d'une lettre de l'hérétique. Il précise dans sa lettre qu'il n'est pas l'auteur du coffre, mais il raconte comment il l'a découvert. C'est un astrologue qui est à la recherche d'un point de vue idéal pour observer les étoiles. Alors un soir, il se rend sur une montagne où il découvre 3 étoiles dessinées sur un rocher. Cela lui rappelle la ceinture d'Orion, et lorsqu'il compare les constellations de son point de vue par rapport aux montagnes, il décide d'aller sur la montagne centrale, pensant que quelque chose s'y trouve. C'est ainsi qu'il est tombé sur le coffre en pierre laissé par Rafale. L'ancienne lettre, laissée par Rafale lui-même, ne dit pas grand-chose, juste de verser de l'argent à Monsieur Potoki, si jamais il parvient à s'enrichir grâce à ses recherches. Gratz est persuadé de pouvoir en tirer un bon prix, même s'il ne comprend pas ce qui est représenté dans les carnets. En les vendant à la bonne personne, cela pourrait rapporter pas mal d'argent. D'autant plus qu'ils ne peuvent plus retourner en ville maintenant qu'ils sont recherchés. Gratz pense à une personne qui pourrait être intéressée par ses recherches, le moine qui lui a appris les planètes, un certain Badeni. Il n'est pas un moine comme les autres, il a déjà été sanctionné pour anticonformisme, alors Gratz pense que c'est la bonne personne. Oxy ne sait pas s'il doit le suivre ou non, tous ces événements le dépassent et pourtant, il fut un temps où il prenait plaisir à contempler les étoiles lui aussi. Mais un jour, un prêtre lui a dit que le ciel est magnifique parce qu'on le regarde de notre médiocre terre. Depuis ce jour, dès qu'il regarde le ciel, il a l'impression d'être observé par d'énormes yeux. Gratz trouve ça dommage de ne pas reprendre une activité qui lui plaisait. Lui le premier, lorsqu'il a perdu sa famille, il a maudit ce monde dans lequel il vit. Et pourtant, c'est également ce monde qui lui a permis d'obtenir cette famille. Depuis cette réflexion, il s'est mis à apprécier ce monde bien plus qu'auparavant. Il souhaite désormais le voir positivement. Pour Oxy, c'est impossible, le monde est corrompu, seul le paradis est leur dernier espoir pour être libérés. Il ne croit plus en ce monde qu'il a tant déçu. Après une bonne nuit de sommeil, nos amis reprennent leur route en direction d'un village. Ils arrivent à un pont, mais une fois dessus, Gratz a une question pour Oxy. Il a deux choix désormais. La première, raconter tout ce qu'il sait à l'église. Dans ce cas-là, il pourrait être sauvé et avoir une deuxième chance pour rejoindre le paradis. Ou bien offrir une chance à ce monde pour prouver qu'il n'est pas que perte. Au même moment, le pont se brise, faisant tomber Gratz dans le vide. Mais Oxy parvient à le rattraper tout juste grâce au livre qui les relie tous les deux. Gratz voit bien que la lierre ne va pas tarder à lâcher, alors il lui demande de le lâcher, mais Oxy refuse de le laisser mourir. Gratz lui demande de garder espoir en ce monde et de regarder à nouveau les étoiles, puis il lâche le livre pour se laisser tomber. Mais encore une fois, Oxy le retient grâce à son pied qui chope son médaillon. Gratz lui demande de le laisser tomber, c'est son destin. Cependant, même s'il sait que ce monde est rempli de pertes lui aussi, il y a toujours la possibilité de transmettre à une autre personne l'espoir. C'est après cette phrase que Gratz arrache son médaillon pour se laisser tomber définitivement. Désormais, Oxy se retrouve seul avec un livre dans les mains ainsi que le médaillon. Il se rend jusqu'à l'église où se trouve le moine Badeni. Il lui explique qu'il vient à la demande de l'un de ses amis qu'il a rencontré il y a quelque temps au sujet des astres. Badeni ne s'en souvient pas, toutefois le livre que détient Oxy l'intéresse un tant soit peu. Il constate les notes prises sur la trajectoire de Mars, mais malheureusement, Gratz s'est arrêté de prendre des notes lorsqu'il s'est rendu compte que sa trajectoire déviait au bout de 2 ans. Cela renvoie au passé du père Badeni qui se trouve au sein de l'abbaye du père Abbé. Ce dernier est admiratif face à la qualité de son travail, mais hélas, il en fait beaucoup trop, ce qui semble mal vu en voyant son visage corrigé. Même lorsqu'il souhaite parler, Père Abbé lui ordonne de se fouetter le bras. Mais ce n'est pas ce qui risque de perturber Badeni, qui n'hésite pas une seconde à enchaîner les coups de façon à ce qu'il puisse parler librement. Il est sans doute l'un des prêtres les plus savants de la région, mais pour Père Abbé, cela pourrait lui coûter bien plus que des coups de fouet, surtout s'il ose prendre les écrits interdits d'hérétiques, qui se trouvent au sein d'une chambre forte de la bibliothèque de l'église. Le Père Abbé lui interdit de mener des recherches auquel cas il devra prendre des mesures nécessaires. Lors d'une nuit étoilée, frère Badeni prend quelques mesures tout à fait ordinaires. En retournant vers l'église, il s'aperçoit que la fenêtre de la chambre du Père Abbé est restée ouverte. Et que voit-il posé sur son bureau? Un livre interdit, traitant du cosmos. Il ne peut s'empêcher de le prendre pour l'ouvrir, mais au même instant, le Père Abbé ainsi que 2 confrères entrent et le surprennent. Dans sa malchance, il a toujours le choix. Le livre n'étant pas encore ouvert, le Père Abbé est prêt à fermer les yeux. Cependant, s'il ose ouvrir le livre sous ses yeux, il sera contraint de lui brûler les yeux, et alors il ne pourra plus jamais lire et mener de recherche.
Le frère Badeni n'en a que faire, il s'agit d'un moment qu'il attend depuis si longtemps. Il ne peut s'empêcher de l'ouvrir pour lire quelques lignes avant de se faire plaquer au sol. Le père Abbé, étant intransigeant quant aux règles, se trouve obligé d'exécuter sa sentence. Il fait couler de la cire dans son œil, puis l'envoie dans une église éloignée de tout enseignement. Fort heureusement, seulement un œil a été brûlé. Finalement, il accepte de voir les ouvrages d'Oxy, mais à la condition qu'il poursuive les notes concernant la trajectoire de Mars. Le problème, c'est qu'Oxy a peur de regarder le ciel. Il prend même la décision de tout laisser tomber pour reprendre à zéro sa vie afin de rejoindre le paradis. Mais soudain, en voyant le médaillon accroché à sa ceinture, il repense à l'hérétique ainsi qu'à Grace. Ce sont les deux seuls hommes qu'il a vu mourir avec un visage serein, bien que l'enfer les attendait. Pourquoi ? Les derniers mots de Grace lui demandant de placer ses espoirs en ce monde lui reviennent en tête, alors il décide de lever les yeux vers le ciel pour observer les étoiles. Pour une première fois, ses notes sont bonnes d'après frère Badeni. Il accepte de voir les ouvrages qu'il souhaite lui montrer. Une fois devant le coffre de pierre, frère Badeni se plonge dans la lecture et ses découvertes sont consternantes. Cela confirme bien que Dieu a créé une terre parfaite, donnant la possibilité à l'homme de comprendre le cosmos. Il demande à Oxy de dessiner la trajectoire de Mars au cours des 2 dernières années sur le sol comme représenté dans le livre. Le problème de l'humanité étant d'expliquer le mouvement rétrograde des planètes. De ce fait, les théories se sont complexifiées. Mais désormais pour frère Badeni, tout a un sens. Même lorsque les planètes reculent, elles avancent en réalité. Pour expliquer plus simplement ce qu'il avance, il plante un bâton au sol, représentant le soleil. Puis il se charge de jouer le rôle de Mars et tourne autour du bâton. Il demande à Oxy de courir et de le dépasser pour représenter la Terre. Au moment où il le croise, il a l'impression que Mars ralentit, même qu'elle recule. Cela est dû à la différence de vitesse. Mais une fois la rotation finie, on a l'impression que Mars avance de nouveau. Le ciel et la Terre sont liés et ne forment qu'un. Après avoir lu le contenu, le frère Badeni convient que 3 idées sont principalement détaillées. 1. Le Soleil est au centre de l'univers. 2. Les orbites sont des cercles parfaits. Et enfin 3. Toutes les planètes bougent à une vitesse fixe. Cependant, cela présente encore quelques lacunes pour prouver cette théorie aux yeux de l'Église. Il accepte de prendre en charge cette mission sous 3 conditions. La première, si jamais il vient à mourir, il veut qu'Oxy brûle toutes ses recherches. Il refuse de servir de tremplin pour quelqu'un d'autre. Il veut être celui qui prouvera cette théorie. La deuxième, il sera son assistant et devra noter ses observations. Troisième condition, si un bénéfice est tiré de ses recherches, ils font 90-10. Seulement Oxy lui fait remarquer que dans une des lettres du coffre, il est mentionné d'offrir 10% à Monsieur Potoki pour sa contribution aux recherches. Frère Badeni n'en a que faire, s'il souhaite réellement donner de l'argent à cet homme, il devra lui offrir ses 10%. Bon, ce n'est pas tout ça, mais frère Badeni souhaite trouver une autre personne pour l'aider dans ses recherches, et pour cela, il a une idée. Afficher des problèmes liés à l'astronomie pour voir si quelqu'un ayant de bonnes connaissances peut y répondre. Avec l'aide d'Oxy, ils en affichent tous les deux à différents endroits de la ville. À côté de ça, nous découvrons Yolenta, l'assistante d'un noble nommé Kolbe. Elle fait part de son travail qu'elle a réalisé regroupant tout son savoir, et au vu de ce qu'il lit, cela est très prometteur. Il compte le lire au comte Piast, et si jamais il trouve cela bon, elle pourrait travailler à l'observatoire. Dès lors, il lui conseille d'en profiter pour rendre visite à sa famille, car si jamais elle est promue, ce n'est pas le travail qu'il manquera. Elle rend alors visite à son père, qui, d'après la voix, se trouve être Novak, l'inquisiteur. Elle fait part de ses craintes à son travail. Ayant passé le même examen que tous les autres, elle ne comprend pas pourquoi elle est assignée à la bibliothèque, contrairement aux autres qui travaillent à l'observatoire. Novak lui explique que cela est normal, étant la seule femme travaillant avec eux, dotée d'un talent hors du commun, cela prouve la peur chez ses confrères, mais lui donne son soutien dans sa quête de travailler dans le domaine de l'astronomie. Une fois de retour à la bibliothèque, elle tombe sur Monsieur Kolbe. Celui-ci lui annonce que le comte Piast a trouvé son traité très intéressant, mais il l'a énoncé en son nom. Il est désolé de voir que Yolenta a cru pouvoir publier quelque chose à son nom, mais étant une femme, cela pourrait avoir des répercussions. Par contre, il lui promet de la protéger et de publier tous ses traités, juste qu'ils seront assignés au nom de Kolbe et non au sien. Il se trouve que le comte Piast a tout entendu et demande confirmation à la jeune Yolenta si elle est bien l'auteur de ce traité. Face à la pression de M. Kolbe et à la peur d'être exclue de la bibliothèque, Yolenta décide de noyer la vérité et avoue ne pas avoir écrit ce traité. Bien qu'elle reçoit les remerciements de Kolbe, elle ne peut retenir ses larmes face à cette injustice qui la frappe. Elle peut mener ses recherches, mais jamais elle ne pourra les publier. Tout à coup, elle tombe sur un problème d'astronomie théorique. Cela nécessite certaines données, alors elle prend le risque de se rendre dans le bureau de M. Kolbe pour lui emprunter quelques livres. Une fois ses recherches terminées, elle remet sa réponse sur le tableau où se trouvait le problème à résoudre quand 2 hommes viennent l'interrompre. Il s'agit de frère Badeni et d'Oxy.
Badeni lui demande si elle a répondu à son problème, mais Yolenta a trop peur des conséquences. Si on venait à apprendre qu'une femme avait osé répondre à un problème complexe lié à l'astronomie, alors elle lui répond qu'elle a juste affiché la réponse de son maître. Badeni lui demande alors de le conduire jusqu'à lui. Mais là, forcément, ça bloque. Elle lui dit qu'il est indisponible pour un certain temps. Frère Badeni ne se démonte pas. Il lui demande si elle peut le conduire jusqu'à son étude pour qu'il lui laisse un message. Une fois arrivé, il prend le temps de discuter avec elle, car il sait très bien qu'elle est celle qui a rédigé la réponse au vu de ses expressions faciales lorsqu'il lui pose des questions. Pour voir à quel point s'élèvent ses connaissances, il lui cite différents noms de théoriciens, ainsi que certaines théories, comme celle où la Terre serait en mouvement. Face à ses propos immoraux, la jeune fille lui demande de sortir. Frère Badeni n'hésite pas, il lui laisse cependant le message destiné à son maître. Il l'attend au panneau d'affichage cet après-midi. Yolenta, quant à elle, préfère tout dévoiler à Kolbe, mais n'étant pas dans son bureau, elle tente d'espionner la salle de réunion. Là, elle entend le comte Piast parler. Ce dernier sait que l'heure de sa mort approche, et avant qu'elle ne vienne, il décrète vouloir valider le modèle de l'univers dans lequel ils vivent. En ce moment, tout le monde se contente du modèle avancé par Ptolémée, le géocentrisme. Mais Piast ne souhaite pas se contenter d'accepter ce modèle, il cherche la vérité. En sortant du puits, chemin qu'emprunte discrètement Yolenta pour écouter les réunions à l'abri des regards, le comte Piast lui tombe dessus. Il est étonné de ne pas l'avoir aux réunions, mais les hommes lui ont interdit de venir débattre avec eux. Néanmoins, Piast ne remet pas en cause son jugement parce qu'elle est une femme. Il lui demande de lui présenter en personne ses prochains traités au lieu de passer par M. Kolbe. Elle rejoint ensuite le panneau d'affichage où l'attendent frère Badeni et Oxy. Elle avoue ne pas avoir de maître et avoir résolu seule le problème d'astronomie. Elle accepte de les aider, mais à la condition de leur présenter un homme bien plus puissant qu'elle, qui dispose d'une quantité inimaginable de documents centrés sur les astres, le comte Piast. Frère Badeni refuse catégoriquement de le rencontrer. C'est un homme qui a passé sa vie à défendre le géocentrisme. Comment pourrait-il écouter leurs théories ? Yolenta lui certifie qu'à côté d'être un défenseur du géocentrisme, il est surtout à la recherche de la vérité. Badeni se ravise et accepte de le rencontrer. Malheureusement, une fois devant lui, Piast lui demande de partir et il ne supporte pas l'idée que ses années de recherche soient remises en question. Lorsqu'il était jeune, le comte Piast a été rejeté par sa famille pour vouloir consacrer sa vie à l'astronomie. Il a rendu visite à un professeur qui a tout de suite su qu'il était brillant au vu des observations qu'il a réalisées. 20 ans plus tard, le professeur lui offre la clé qui mène à toutes ses archives qu'il a gardées depuis qu'il étudie l'astronomie. Tout s'y trouve, il n'y a que lui qui ait accès à ses ouvrages. Cependant, il voit en Piast un digne successeur. Mais ce dernier a beau essayer et ne parvient pas à reprendre ses recherches. 5 ans plus tard, le professeur est très fatigué, il sent que sa fin est proche. Il demande à Piast si son refus d'il y a 5 ans est dû à une remise en question sur le géocentrisme. Celui-ci réfute ses propos et ne connaît pas de modèle aussi perfectionné que le sien. Toutefois, le professeur reconnaît lui-même que son approche présente des lacunes. Sa théorie est incomplète. Piast refuse d'accepter un tel résultat, il promet à son professeur de prouver que sa théorie est la vérité. De retour au présent, le comte Piast a rappelé le frère Badeni pour lui proposer finalement qu'il consulte ses archives. S'il a changé d'avis, c'est qu'il a une bonne raison. Un soir, alors qu'il observait le ciel, il a cru voir Vénus en face gibbeuse, ou si vous préférez, en face pleine, ce qui n'est pas possible si la Terre est placée au centre de l'univers, car Vénus est placée entre elle et le Soleil. Dès lors, les rayons du Soleil cachent forcément une partie de Vénus. S'ils arrivent à prouver que Vénus entre bien en face gibbeuse, alors il accepte de leur laisser voir ses recherches, et ça tombe bien, puisque ce cycle doit avoir lieu ce soir. Tout d'abord, il teste la vue d'Oxy, pour s'assurer qu'il a une aussi bonne vue que lui lorsqu'il était jeune. Il réussit avec brio à voir le symbole qu'il a marqué sur le bois, alors il lui demande de le prévenir dès qu'il verra Vénus. Avant que l'heure ne vienne, Oxy est très stressé. Le modèle de l'univers peut dépendre de ce qu'il voit durant cette nuit. Lui qui n'a rien demandé et qui s'est fait entraîner dans cette histoire à son insu. Lui qui ne voulait que trouver le chemin du paradis. Mais malgré tout ça, ce qu'il a du mal à expliquer à ce moment-là, c'est son envie de voir cette face gibbeuse de Vénus. Lorsque les nuages laissent place à Vénus, il la voit, pleine comme prévu. Le comte Piast ne peut l'accepter, tant d'années consacrées à ses recherches. Si l'on compte toutes les archives détenues dans la chambre forte de la bibliothèque, il y a plus de 2000 ans de travaux. Le comte Piast ne peut retenir ses larmes face à cette vérité qui lui éclate en pleine figure. Il confie néanmoins sa clé comme promis au frère Badeni. Ce dernier demande à Oxy de rassembler tous les dossiers et de les lui apporter. Il conseille à Yolenta de s'arrêter là en ce qui concerne les recherches pour sa propre sécurité. Il lui promet de réussir à démontrer l'héliocentrisme au monde entier. Le comte Piast profite de cette nuit pour contempler le ciel et compléter son ouvrage. Hélas, la maladie le rattrape, le faisant tomber de sa chaise et par la même occasion son livre. Il a tout juste le temps de se retourner pour admirer une dernière fois les astres, mais en étant rassuré de détenir enfin la vérité qu'il va pouvoir délivrer à son regretté professeur.
Désormais, Badeni et Oxy se retrouvent à étudier dans une petite cabane de fortune laissée à l'abandon. Oxy apprend à écrire et à lire grâce à Yolenta, ce qui laisse perplexe Badeni qui ne souhaite pas voir un roturier être capable d'écrire. Selon lui, cela doit rester entre les mains des nobles ou personnes détenant un certain savoir, pour éviter que des inepties soient publiées. Hormis son travail au sein de la cabane, il se rend toujours à l'église où se trouve également Père Klabowski. Ce dernier a du mal à communiquer avec Badeni qui le prend toujours de haut et n'hésite pas non plus à l'insulter en estimant qu'il est incapable de comprendre les écritures de certains auteurs. Lorsqu'il officie à l'église, il apprend l'origine des cicatrices de frère Badeni par l'un des habitants qui a entendu l'histoire de sa propre bouche. Plus jeune, il était dans une école privée où il menait des recherches. Il partageait tout avec son meilleur ami, sauf que ce dernier s'est donné le mérite de ses recherches. Les deux amis sont venus à se battre en duel et c'est Badeni qui serait sorti victorieux en subissant 2 blessures au visage. Dès lors, il s'est rangé après cet incident dans les ordres. En voulant se rendre à la bibliothèque, le père Klabowski tombe sur un ouvrage qui se trouve au sol. Il s'agit du livre du comte Piast qu'il a fait tomber avant de rendre son dernier souffle. Peut-être un mauvais présage pour nos amis. Badeni vient voir Oxy pour lui demander de creuser un tunnel reliant la cabane jusqu'à l'église, avec en prime une sortie de secours, rien que ça. Gentil comme il est, Oxy accepte sans broncher, mais demande s'il peut avoir une plus grosse ration de nourriture. Badeni sait très bien qu'il en veut plus pour donner aux mendiants du village, alors il refuse. Le soir, il se remet à ses calculs pour essayer de comprendre comment pourraient tourner les planètes selon l'héliocentrisme, mais il fait face à une impasse. Lorsqu'il lève la tête et qu'il aperçoit le médaillon d'Oxy accroché au mur, cela lui donne une idée. Et si la trajectoire était elliptique? En réalisant un rapide calcul, il fait une nouvelle découverte. Un soir, lorsqu'Oxy arrive pour poursuivre le tunnel, il découvre Badeni assis dehors au lieu de travailler. Il lui dit que c'est désormais terminé, il peut revenir travailler dans la cabane, il est parvenu à prouver l'héliocentrisme. De son côté, Novak reçoit 2 nouvelles recrues qu'il doit former en tant qu'inquisiteur. Pas de temps à perdre, il leur présente une hérétique qui est accusée de participer à une messe noire, rassemblant des sataniques. Pour la forcer à donner des informations sur les personnes qui l'ont invité à se rendre à ces messes, il demande aux recrues de lui briser son pouce. L'une des 2 recrues ne parvient pas à le faire devant les cris de pitié de la jeune femme. Puis lorsque Novak demande à la 2e recrue de prendre sa place, la femme dévoile la personne qui l'a envoyée dans les bois. Après quoi Novak décide de faire une pause. Il est interpellé par un confrère qui l'appelle de toute urgence sous demande de l'évêque pour une mission concernant le cosmos. Badeni convie Oxy ainsi que Yolenta pour leur annoncer officiellement qu'il dispose d'assez de preuves pour annoncer sa théorie publiquement. Toutefois, bien que le raisonnement mathématique concernant l'orbite des planètes est facile à démontrer, il en va autrement d'un point de vue philosophique. Il compte se rendre dans le sud-ouest pour y mener ses recherches à l'abri des regards. Oxy, quant à lui, partira pour un autre village afin de refaire sa vie. Il souhaite mettre de l'argent de côté pour tenter d'entrer à l'université. En ce qui concerne Yolenta, son mentor Kolbe a été promu. Il souhaite l'avoir dans son équipe d'astronomie. Elle accepte sa proposition et par la suite, elle espère publier des traités signés de son nom. Soudain, un homme arrive à leur table pour dire bonjour à Yolenta. Il s'agit de son père Novak. Sa vue donne des sueurs froides à Oxy qui le reconnaît aussitôt. Il lui demande ce qu'il fait comme travail, alors Novak reste évasif en disant qu'il aide l'église. Il demande à son tour comment il connaît sa fille, alors Badeni lui répond honnêtement qu'ils font des recherches sur l'astronomie et l'astrologie. Yolenta les ont aidés à résoudre certains problèmes. Elle est savante et très réfléchie, alors forcément, face à de si beaux compliments, Novak est fier de sa fille. Après avoir échangé entre eux, Novak et Yolenta s'en vont de leur côté, laissant Oxy reprendre son souffle qui n'en pouvait plus de se retrouver à la même table que l'inquisiteur qui a tenté de le tuer. Au moment où il souhaite expliquer l'incident à Badeni, Novak revient vers eux. Il leur avoue qu'il est inquisiteur. Un homme a trouvé un livre traitant sur l'astronomie et plus précisément, il énonce à la fin de son ouvrage un modèle du cosmos bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. À ce moment, il parle bien entendu du livre du comte Piast qui a été retrouvé par le père Klabowski. C'est la raison pour laquelle Novak enquête dans les environs. Il demande à Badeni et Oxy s'ils peuvent lui présenter leurs recherches. Badeni n'y voit aucun inconvénient, alors il l'emmène jusqu'à sa cabane. En entrant, Novak découvre tout un tas de livres, et bien qu'il fouille un peu partout, il ne trouve rien d'anormal, hormis une chose, le médaillon d'Oxy, qui appartenait à l'hérétique qu'il transportait, ou encore plus anciennement, au jeune Rafale. Malgré que Novak le voit clairement, il ne fait rien, et assure que tout est en ordre. Après son départ, nos amis peuvent enfin souffler, et Oxy raconte à Badeni qu'il ne semble pas avoir vu le médaillon, auquel cas, il les aurait arrêtés tout de suite, au vu de son histoire. Badeni ne prend aucun risque, il lui demande de préparer ses affaires et de partir au plus vite. Pendant ce temps-là, Badeni, lui, brûle tous les livres hormis le plus important qu'il emporte avec lui. De toute façon, il ne comptait rien laisser derrière lui, il veut que cette découverte lui appartienne.
Oxy, pour la première fois, se confie en disant que selon lui, il vaudrait mieux partager ses découvertes afin que d'autres personnes traitant du sujet puissent y émettre des oppositions. Ainsi, le risque de se tromper à présenter l'héliocentrisme au monde entier diminuerait. Cela éviterait de subir le même sort que le comte Piast, qui a vu ses années de recherche anéanties en apprenant l'existence de Vénus en phase pleine. Badeni n'est pas d'accord avec ce raisonnement. Donner libre accès à ses recherches à n'importe quel savant n'engendrerait que des complications. Sur ce, il souhaite bonne route à Oxy, mais ce dernier aperçoit au loin une carriole qui arrive dans leur direction, sûrement les inquisiteurs. Selon lui, ils n'ont que 5 minutes pour partir. Cela ne laisse pas le temps de mettre en place le plan de Badeni, qui se dépêche de ramasser ses affaires. Oxy, n'étant toujours pas parti, décide de prendre son arme pour retarder les inquisiteurs afin que Badeni puisse s'enfuir. S'ils se font attraper tous les deux, tout cela sera terminé. Il préfère mettre sa vie en jeu pour défendre tout le travail qu'ils ont fourni. Badeni refuse qu'il fasse un choix aussi idiot. En se battant contre les hommes d'église, il ne pourra jamais se rendre au paradis. Seul l'enfer l'attendra. Mais cela lui est égal. Oxy s'est pris peu à peu pour cette théorie qu'ils ont développée ensemble. Et quand bien même il ne comprend pas grand chose, cette découverte a été un changement pour lui. Il est désormais héliocentrique. Badeni ne peut rester de marbre face à ces révélations. Il prie pour que le Seigneur lui ouvre ses portes afin qu'il s'assoie aux côtés des bienheureux qui se rendent au paradis. La carriole d'inquisiteurs s'arrête lorsqu'il voit Oxy en plein milieu du chemin. Novak et les autres inquisiteurs sortent de la carriole pour l'arrêter. Toutefois, Oxy demande s'ils peuvent parler avant tout. Novak donne le signal pour qu'il puisse tirer, mais Oxy évite les carreaux qui lui sont lancés et parvient à tuer l'ensemble des inquisiteurs, sauf un qui se tue tout seul en prenant la fuite. Pas de bol ça quand même. Et Novak bien entendu, qui sort son arme à son tour. La confrontation est rude, mais la lame d'Oxy vient à céder. Alors Novak en profite pour lui envoyer un coup de genou dans la figure, ce qui le fait tituber en arrière. Il enchaîne avec un coup d'épée pour le tuer, mais Oxy tend son bras pour se protéger de sa lame et profite de son étonnement pour le mettre à terre. Il est à 2 doigts de prendre le dessus sur Novak, qui semble en difficulté, quand soudain, il reçoit une série de carreaux dans le corps. Une deuxième carriole est arrivée en renfort, sauvant de justesse Novak. Toutefois, Oxy respire toujours. Novak ordonne qu'on le transporte chez un docteur pour qu'il soit soigné, afin de l'interroger. Une semaine plus tard, il reprend connaissance. Il se trouve au sein de l'infirmerie de l'Inquisition. Novak a besoin de lui vivant pour qu'il puisse lui poser quelques questions. D'ailleurs, il demande à ses confrères de le laisser seul avec lui. Bien qu'il ait pu traiter avec un grand nombre d'hérétiques, il n'arrive pas à comprendre ce qui les pousse à contredire l'Église. Pourtant Dieu leur a promis une place au paradis, alors pourquoi risquer de tout perdre pour défendre l'idée que le soleil se trouve au centre de l'univers? En ce qui concerne les autres, Oxy l'ignore, mais pour lui, c'est la recherche de liberté qui l'a poussé à s'intéresser à l'héliocentrisme. Bien qu'il sait que la torture l'attend, il ne détient aucune preuve, aucun indice à leur donner. Mais Novak lui précise qu'il n'a pas compris. La monnaie d'échange, c'est lui. Il fait entrer frère Badeni, qui a également été capturé. Il n'a pas pu s'enfuir à temps. Dès lors, c'est à lui que Novak pose des questions, et si ses réponses ne lui plaisent pas, il frappe Oxy. Frère Badeni a beau lui dire la vérité, Novak est persuadé qu'il lui cache quelque chose, surtout lorsqu'il lui dit qu'il a brûlé toutes les recherches et que les seules qu'il détenait sur lui ont été prises par les inquisiteurs. Il ne comptait pas transmettre ses recherches ni défendre celles qu'il a trouvées dans le coffre en pierre. Il a absolument tout brûlé, mais pour Novak, ses émotions le trahissent. Il ne dit pas toute la vérité, alors il compte changer de méthode de torture. Il passe à la poire d'angoisse qu'il met dans la bouche d'Oxy. Dès qu'une réponse ne lui satisfait pas, il tourne la clé, ce qui élargit la poire. Novak a beau demander encore et encore à Badeni où se trouvent les documents, ce dernier lui répond qu'il les a brûlés. Il ne voit pas l'intérêt de poursuivre cette torture autant qu'il les tue tous les deux directement, sauf s'il fait ça pour venger le fait qu'ils aient approché tous les deux sa fille. C'est un moyen parfaitement légal pour lui de satisfaire sa colère. Novak vient à déchirer la bouche d'Oxy et il demande à ce qu'on le recoupe pour qu'il puisse parler de nouveau. Si la poire d'angoisse ne fonctionne pas, il passe aux yeux. Il laisse 5 inspirations avant qu'il ne décide de poignarder l'œil gauche d'Oxy. Contre toute attente, frère Badeni craque et lui avoue tout. Il existe un coffre en pierre sur une montagne où se trouvent ses recherches. Pour être sûr qu'il ne ment pas, il lui demande de l'y emmener. Une fois le coffre trouvé, Novak confie à Badeni qu'avant eux, ce coffre a été rempli par des recherches réalisées par un enfant de 12 ans seulement, ce qui ne manque pas de surprendre Badeni, qui ne s'étonne qu'à moitié car selon lui, il n'y a qu'un enfant pour prétendre que la terre bouge. Dès lors, il est remis en prison en compagnie d'Oxy, qui s'est fait recoudre la bouche entre-temps. Il ne lui en veut pas d'avoir tout avoué, il faut dire que Badeni est le premier à savoir à quel point perdre un œil est douloureux. L'heure de leur sentence est arrivée. Mais, avant de s'y rendre, Badeni confie à Oxy que l'héliocentrisme n'est pas mort pour autant. Il a recopié son livre qui explique de manière rudimentaire l'objet de leur recherche, ce qui représente une étincelle qui, avec le temps, peut se propager en véritable feu. Les chances sont minces pour que quelqu'un prenne le relais, mais l'espoir est là.
Et rien que de penser que cet espoir est bien présent, suffit à Oxy de partir avec le cœur léger, avec la conviction que leur mort n'en trouve pas les portes de l'enfer, mais celles du paradis. C'est par une nuit magnifique, emplie d'astres que nos chers compagnons meurent, pendus sous les yeux de Novak. Maintenant qu'ils sont morts, il y a une autre personne qui a été en lien avec eux, Yolenta, la fille même de Novak. Les deux jeunes recrues viennent la chercher pour l'interroger et lui apprennent que son père est lui aussi un inquisiteur. Elle ignorait encore maintenant ce qu'il faisait réellement comme travail. Lors de son interrogatoire, Yolenta se souvient des mots de frère Badeni qui lui conseille de feinter l'ignorance si jamais on l'interroge, et c'est ce qu'elle fait. Après avoir dit ce qu'elle savait, Père Anthony entre dans la pièce et souhaite parler aux deux jeunes inquisiteurs. Il souhaite avoir confirmation que la personne à l'intérieur de cette pièce est bien la fille de Novak, et qu'elle a bien été en relation avec des hérétiques. Dès lors, il ne peut accepter qu'elle soit relâchée aussi facilement. Il ordonne qu'elle subisse la torture pour dévoiler tout ce qu'elle sait. Les jeunes recrues pensent qu'il va trop loin, mais Père Anthony ne voit pas une femme s'intéresser à ses recherches sans y avoir un réel intérêt derrière. Pire encore, il pense que c'est elle qui a embobiné frère Badeni et Oxy dans sa théorie de l'héliocentrisme. Père Anthony demande à ce que l'on commence par lui arracher une dent. Au vu du peu d'entrain que présentent les garçons, il se prête au jeu pour donner l'exemple, puis une fois fait, il leur confie la suite avant de partir. Lorsque le garçon blond s'avance pour lui arracher une dent, le visage de Yolenta le paralyse sur place. Il propose d'utiliser plutôt la vis à pouce pour qu'il ne voit pas son visage. L'autre jeune garçon part la chercher, mais une fois dans le couloir, il entend une conversation entre le père Anthony et d'autres confrères. Ce dernier tient enfin une occasion de faire tomber Novak, s'il parvient à prouver que sa fille est une hérétique. Dès lors, l'évêque pour lequel il travaille verra sa réputation dégringoler. À ce moment-là, le père Anthony entrera en scène pour prendre sa place. La jeune recrue retourne alors dans la pièce de torture où se trouve son compagnon ainsi que Yolenta et lui dit qu'il n'a pas trouvé la vis à pouce. Il lui demande s'il peut aller jeter un œil. Une fois parti, il en profite pour délivrer Yolenta et la sort de l'Inquisition. Dehors, il trouve un cheval seul et l'aide à grimper dessus. Il lui demande de partir vu que c'est sa première bévue. Il sera sûrement pardonné, sauf que rien ne se passe comme il le dit. Le jeune garçon se fait frapper par Père Anthony qui ne comprend pas pourquoi il l'a laissé s'échapper. Ce dernier lui répond que peu importe ce qu'elle aurait dit lors de l'interrogatoire, il l'aurait tué de toute façon. Père Anthony demande à ce qu'on informe Novak que sa fille est accusée d'hérésie. Elle a tenté de s'enfuir, pour cela elle a pris un otage et blessé plusieurs personnes. Pour cette raison, elle a été exécutée sur le champ. Pour convaincre Novak de cette supercherie, il montre son corps calciné avant de jeter les cendres. Le corps en question est évidemment pas celui de Yolenta, mais celui du pauvre garçon qu'il a laissé s'échapper. Tout se passe selon le plan de Père Anthony, qui vient même réconforter Novak. On aura tout vu. Il lui remet les gants de sa fille en signe de deuil. Ce sont ces gants qu'il lui a offert Novak il y a 10 ans maintenant, pour qu'elle puisse étudier même en hiver. Mais il lui avait commandé des gants trop grands. Ce sont ces mêmes gants qu'il tient désormais, effondré d'avoir perdu sa fille. Au sein de l'église du père Klavovski, les habitants sont choqués d'apprendre que le frère Badeni a été tué pour hérésie. Père Klavovski espère ne pas être l'auteur de sa mort car il a dénoncé le manuscrit qu'il a trouvé près de la bibliothèque où est mort le comte Piast, mais il ne sait pas le lien qui existe entre cet ouvrage et le frère Badeni. En se rendant dans son bureau, il trouve un papier dépassant de sa bibliothèque. En le dépliant, il tombe sur un poème de Lucrèce. Il avait fait la demande en amont à Badeni de lui raconter quelques vers d'un de ses poèmes, mais à l'époque il avait refusé. Il lui écrit les quelques lignes dont il se souvient, puis à la fin, il a une requête à lui demander de l'au-delà. Si un mendiant demande à le voir, il doit accepter, et pour finir, il souhaite qu'il partage son savoir avec eux. Ça tombe bien puisqu'effectivement un mendiant vient le voir. Badeni lui a demandé de venir consulter le père Klavovski si jamais lui et Oxy ne venaient plus leur donner du pain. Le mendiant demande alors au père Klavovski de le suivre. Il l'amène dans un endroit à l'abri des regards où l'attendent des dizaines d'autres mendiants. Badeni lui a dit qu'à eux tous, ils formaient un livre, et lui, il se trouve qu'il est la première page de ce livre. Il y en a 60 en tout. Plongeons 25 ans dans le futur et découvrons une nouvelle organisation née de certains hérétiques. Ce groupe se nomme le Front de Libération des Hérétiques, et l'un de ces hommes influents, appelé Schmitt, vient justement d'être capturé. Il est accueilli par un inquisiteur qui l'interroge sur ses agissements, car Schmitt ne fait pas les choses à moitié. Non seulement il est contre la doctrine imposée par l'Église, mais il se charge de délivrer les hérétiques emprisonnés à travers les régions. L'Église a beau l'appeler hérétique, il ne comprend pas ce mot que l'on donne à toutes les personnes qui ont une pensée différente de l'orthodoxie de l'Église. Il se décrète lui-même comme étant un naturaliste, c'est-à-dire qu'il considère comme Dieu toute chose existant dans la nature, et rejette tout ce qui est créé par l'homme et par conséquent l'enseignement appliqué par l'Église. L'inquisiteur n'a que faire de ces paroles, il est désormais leur prisonnier. Sauf que contrairement aux prêtres, Schmitt ne prie pas pour attendre une réponse d'un Dieu inventé par l'homme. Il se contente d'accepter son destin qui a été choisi par son Dieu.
Soudain, les deux gardes qui ont accompagné Schmidt entrent et déposent des sacs sur le sol avant de délivrer Schmidt. Ils sont ses complices et quand bien même ils font face à 10 hommes, ils ont déjà mis en place leur plan à l'exécution. S'ils sont venus à cet endroit précisément, c'est pour y récupérer quelque chose qui se trouve à un étage plus bas. Pour vaincre les gardes de l'église ainsi qu'ouvrir un passage menant au sous-sol, ils ont ramené des sacs de poudre, dont Schmidt lance sa torche pour mettre le feu et ainsi créer une énorme explosion. Heureusement, ils se sont protégés à l'aide de boucliers, mais les autres ont tous péri. Ses complices, Fry et Lewandowski, ont été d'une grande aide pour mener à bien cette mission. Une fois sortis, ils font face aux hérétiques qu'ils ont libérés plus tôt. Ces derniers veulent accompagner Schmidt dans son organisation, mais pour cela, il faut déjà passer un test d'initiation. C'est très simple, ils leur donnent le livre contenant les Saintes Écritures, et ils leur demandent de dire à voix haute qu'ils n'y croient pas. En clair, soit ils choisissent de croire en un Dieu créé par l'homme de toutes pièces, soit de croire en leur Dieu véritable. Les hérétiques libérés ne peuvent faire une telle chose, ils sont contre l'orthodoxie de l'Église, mais pas sur la conception de Dieu qu'ils défendent. Sur ce, le groupe de Schmidt reprend la route, détenant ce qu'il est venu chercher, l'ouvrage parlant d'Oxy et de Badeni. Recopié par frère Klabowski grâce aux mendiants, je le rappelle. Ils décident de s'arrêter à un village abandonné où, d'après leur chef, il est possible de se ravitailler. Schmidt demande à Fry de poursuivre la lecture du livre pendant que lui et Lewandowski se chargent de trouver des vivres. Pendant sa lecture, Fry se fait surprendre par un garde de l'église, qui lui demande de le suivre sans opposer de résistance. Fry parvient discrètement à cacher le livre, puis le suit. Une fois dehors, ses confrères Schmidt et Lewandowski lui viennent en renfort, mais d'autres gardes les surprennent, alors il décide de se mettre à l'abri pour le moment et de revenir plus tard récupérer le livre. Il se trouve que les gardes de l'église ont été envoyés par quelqu'un que nous connaissons bien, Monsieur Anthony, celui qui voulait à tout prix faire tomber Novak en accusant sa fille Yolenta d'hérésie. À côté de ce groupe, nous faisons la connaissance d'un tout nouveau personnage, Duraka. C'est une fille qui a perdu son père très jeune ne lui laissant que des pièces qu'il a volées pour faire vivre sa famille un matin. Depuis ce jour, Duraka pleure tous les matins en se levant, repensant à la perte de son père. Elle s'éloigne du camp de son groupe pour que les gens ne la voient pas pleurer, car il déclare que son père est parti pour le paradis. La voir pleurer peut être vue comme une remise en question de l'existence du paradis même. Son oncle lui apprend alors 3 préceptes pour ne plus pleurer seul dans son coin. Le premier, et non des moindres, Dieu n'existe pas. La peur de son inexistence pousse les gens à avoir la foi, mais rien ne prouve qu'il existe. Deuxième précepte, réfléchir, et lui conseille d'apprendre à lire pour apprendre à réfléchir par elle-même, ce qui conduit au troisième précepte, avoir des convictions. Avec le temps, Duraka a suivi ces 3 préceptes et en a déduit de vouloir ramasser assez d'argent pour ne pas avoir peur de mourir en pillant un village pour survivre. Dès lors, elle propose des solutions pour augmenter les profits de son groupe, mais bien qu'elle soit très intelligente, sa soif d'argent n'est pas au goût de tous. Un soir, en pleine nuit, l'oncle de Duraka se rend dans une maison abandonnée où il a caché une réserve de vin pour y boire tranquillement. Sauf que cette nuit-là, il entend du bruit. Des hommes sont en train de descendre là où il se trouve. Il s'agit d'Anthony qui demande à ce qu'on l'arrête car il se trouve sur ses terres. Au même moment, il reçoit une alerte le prévenant que 3 hommes se trouvent également près d'ici. L'oncle affirme être seul et il dit la vérité, car les 3 hommes en question se trouvent être le groupe de Schmidt qui prend la fuite lorsque Fry trouve le livre et qu'il le laisse dans le bureau d'une maison. Pour ne pas se faire arrêter et mourir aussi bêtement, l'oncle décide de livrer sa nièce Duraka en échange de sa liberté. Pour cela, il se rend dans sa tente. Il lui dit qu'il a quelque chose à lui montrer qui pourrait complètement changer son destin. Alors Duraka, ne se méfiant pas le moindre instant, accepte de le suivre. Il lui demande d'attendre dans une maison abandonnée le bon moment. Une fois à l'intérieur, elle tombe sur un livre qui se trouve dans un tiroir. Il s'agit du livre parlant de Badeni et d'Oxy qu'a laissé Fry avant de partir. En le lisant, elle comprend qu'elle est tombée sur un livre hors du commun, mais surtout, elle voit là une chance de se faire beaucoup d'argent. Son oncle l'appelle ensuite pour qu'elle sorte de la maison et tombe sur Anthony. En la voyant, il est rassuré de confirmer qu'il pourra en tirer un bon prix. Duraka comprend alors que son oncle, son unique parent, vient de la vendre pour survivre. Cependant, Duraka ne se démonte pas. Elle demande à Anthony si vendre des êtres humains n'est pas contraire aux Saintes Écritures. N'est-ce pas là l'une des raisons qui entraînent autant de scissions au sein de l'Église? Anthony a appris qu'elle était dotée d'une grande intelligence. C'est elle qui a conseillé aux membres de son groupe de focaliser le vol de tissus dans les maisons abandonnées pour focaliser la production, afin d'en faire par la suite des bandages, des sacs, tout un tas de produits utiles à la revente. Anthony voit en elle un fort potentiel pour redresser l'état de l'Église. Il lui demande de venir avec lui, mais il remarque qu'elle tient un livre dans la main. Il lui demande de le lui donner, quand tout à coup, l'un des gardes tranche les mains d'un de ses confrères qui s'apprête à prendre le livre de Duraka. Il s'agit de Schmidt, Fry et Lewandowski qui se sont infiltrés parmi les gardes de l'église. Anthony prend alors la fuite, ne laissant que Duraka seul face à eux. Dans la bagarre, son oncle s'est fait trancher la gorge par inadvertance.
Schmidt demande à Duraka de lui remettre le livre qu'elle tient dans sa main. Il s'excuse pour la mort de son oncle, mais l'objet qu'elle détient lui est précieux. Duraka sait qu'à cet instant, son destin est mis en jeu. Elle décide de prendre le risque de brûler le livre, ainsi n'ont d'autre choix que de l'emmener avec eux, car elle détient le contenu dans sa tête. Pour être sûr de ce qu'elle avance, Fry se charge de la questionner pour savoir si elle dit vrai. Ces informations concordent avec la partie qu'il avait lue. Schmidt décide alors de l'emmener voir son chef. Une fois dans la carriole, Schmidt demande à Duraka pourquoi avoir brûlé le livre. Elle lui dit alors la vérité, qu'elle a tout de suite pensé à un bon moyen de se faire de l'argent. Mais Schmidt la prévient qu'elle risque de voir des choses pas très catholiques en arrivant à leur base. Ça tombe bien, Duraka n'est pas une fidèle, ce qui laisse penser à Schmidt qu'ils vont bien s'entendre, sauf au moment où elle lui dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Ah là, le regard de Schmidt se ferme subitement. Certes, il est contre l'orthodoxie de l'Église, mais pour autant il croit en la nature qu'a créé Dieu. Si la Terre existe, c'est bien qu'elle a un créateur. Il réfute toute notion de progrès ou d'évolution qu'il juge contre nature. Si des vies doivent s'éteindre, c'est que le destin en a décidé ainsi. Il énonce toutefois 3 inventions qui vont bouleverser le monde selon lui. La première, la poudre. La deuxième, la boussole. Et enfin la troisième, celle qui l'intéresse tout particulièrement, l'imprimerie à caractère mobile. Si cette invention voit le jour, ils pourront recopier plus rapidement le livre d'Oxy et de Badeni pour le publier à grande échelle. Cela permet également d'éviter toute censure ou surveillance collective. La libération de l'information mènera à une société plus libre. Une fois la publication acquise, ils comptent distribuer leur ouvrage aux hussites, les partisans qui croient aux saintes écritures mais qui sont contre l'orthodoxie de l'Église. La carriole arrive à la maison où se trouve le chef du front de libération des hérétiques. Elle vient même en personne les accueillir. Il s'agit de Yolenta. Schmidt lui apprend que le livre qu'elle recherche a été brûlé par la fille à ses côtés, Duraka. Elle lui demande de la suivre. Parallèlement à cette situation, nous rencontrons frère H, qui utilise la torture pour faire parler les hérétiques, ce qui ne plaît pas à frère Damian, qui de par son expérience a appris que la violence ne fonctionne pas. Mieux vaut mourir en défendant l'église plutôt que de tuer. Nous avons déjà rencontré frère Damian. Il accompagnait Novak lors de l'escorte d'un hérétique qui était surveillé par Oxy et Grace. Pour Damian, le salut ne s'acquiert pas sur la torture. Au lieu de ça, il faut aimer ses opposants. Dans le même instant, frère Damian se fait cracher dessus par un hérétique. Frère H tient à lui signaler qu'un groupe d'hérétiques, justement, vient de tuer 10 gardes de l'église. Il s'agit du groupe de Schmidt lorsqu'il a volé le livre écrit par Oxy et Badeni. À l'époque, ils ont trouvé ce livre dans une église abandonnée, mais ni auteur, ni adresse n'y figurait, hormis celle d'un certain Potoki. Hélas, en se rendant sur les lieux, il était déjà mort. Une autre famille vivait dans sa demeure, sans aucun lien de parenté. Cela rappelle à frère Damian l'affaire qu'il menait. Ça remonte à 35 ans, où le fils adoptif de Potoki réalisait des recherches sur l'héliocentrisme. En parlant de cosmologie, frère H lui demande s'il connaît quelqu'un qui a des connaissances à ce sujet. La seule personne qui lui vient à l'esprit est celle d'un ancien inquisiteur, notre bon vieux Novak. Celui-ci passe ses journées à boire pour noyer son chagrin d'avoir perdu sa fille. Alors, lorsque frère H arrive pour lui poser des questions sur une vieille affaire de 35 ans traitant sur l'héliocentrisme, on peut comprendre qu'il s'énerve et lui demande de partir. Toutefois, après réflexion, il décide de participer à son enquête. Frère H lui confie que le livre a été dérobé par le Front de Libération des Hérétiques, dirigé par une femme, mais on n'en sait pas plus sur son identité. Cependant, il ne voit pas le lien entre leur but, de libérer des hérétiques, et ce livre. Novak fait rapidement le rapprochement. Si leur but ultime est de renverser l'orthodoxie de l'Église, un livre est très puissant pour convaincre des fidèles. De plus, une invention vient de voir le jour, l'imprimerie à caractère mobile, un outil parfait pour publier leur ouvrage. Il lui demande de se renseigner auprès des vendeurs de pressoirs ainsi que des artisans imprimeurs. Novak compte bien venger la perte de sa fille en venant à bout de l'héliocentrisme. De retour avec Yolenta et Duraka, cette dernière avoue une énième fois avoir brûlé le livre pour voir où ça l'amènerait. Ensuite, son objectif est de l'écrire pour le vendre. Elle a même l'audace de demander à Yolenta 20% des bénéfices qu'elle fera grâce à elle. Yolenta lui explique que ce livre a bien plus de valeur que de simples pièces. Il a été écrit par de vieux amis à elle. Le fait qu'elle l'ait brûlé est une grosse perte pour elle. Elle ne peut pas lui donner ses 20% en échange des informations qu'elle détient. En revanche, elle peut lui prêter son imprimerie, et à elle de savoir comment l'utiliser pour se faire de l'argent. Maintenant que les termes sont posés, à Duraka de lui raconter ce qu'elle a lu pour que Yolenta puisse recopier. Une fois terminé, Duraka se retire. Maintenant que sa mission est terminée, elle va bientôt partir pour une autre destination. Mais avant cela, elle échange quelques mots avec Lurandowski ainsi que Schmidt, puis vient au tour de Yolenta. Cette dernière ayant confié le manuscrit à imprimer à Schmidt, son rêve est sur le point de se réaliser, publier à grande échelle les écrits de ses amis. Elle confie à Duraka une lettre qui est un hommage à ses prédécesseurs en lui précisant bien de l'envoyer une fois la publication du manuscrit achevée.
Elle lui confie la lettre car elle estime que la suite de l'histoire appartient aux jeunes. Pour elle, le bien et le mal ne sont pas deux chemins que l'on peut emprunter, mais bel et bien un tout connecté. Ainsi, toutes ses actions passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un sens. La connaissance de l'histoire influence la prise de décision, comme le fait que son père est un inquisiteur. Si jamais elle venait à le croiser à nouveau, cela serait sûrement l'un des pires moments à traverser de sa vie, mais cela marquera aussi le moment idéal pour faire le bon choix. C'est l'histoire qui l'empêchera de reculer. Nos deux amis se font interrompre par Schmidt, qui les prévient que deux carrioles d'inquisiteurs sont sur le chemin. Yolenta a déjà prévu une carriole derrière dans les bois. Elle compte les retarder pour qu'ils puissent s'échapper. Une fois les inquisiteurs arrivés, Frère H demande à la chef du Front de Libération de confirmer qu'elle est bien à la tête de cette organisation. Yolenta confirme, alors Frère H demande à tous les inquisiteurs de se tenir prêts de tirer avec leur arbalète. Novak sort tout juste de sa carriole et lorsqu'il regarde en direction de Yolenta, celle-ci fait tomber sa torche sur une réserve de poudre, créant une gigantesque explosion qui détruit complètement la grange. En l'espace d'un instant, père et fille ont croisé leurs regards sans le savoir. La carriole de Schmidt, Fry, Lewandowski et Duraka est déjà bien éloignée. Schmidt explique à Duraka que son sacrifice faisait partie du plan. Elle savait que tôt ou tard, les inquisiteurs viendraient à sa porte. Son objectif étant atteint, c'est à leur tour de remplir leur mission en imprimant son manuscrit et en le distribuant aux Hussites. Les inquisiteurs ignorent tout de leur plan. Avec l'explosion de la grange, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils manigancent. Soudain, ils croisent deux chevaliers qui leur demandent de s'arrêter puis de sortir. Schmidt se fait passer pour un ferblantier, un artisan du fer blanc qui escorte deux apprentis. Il a même une autorisation avec lui témoignant son passage. Les deux inquisiteurs n'ont rien à y redire, mais l'un d'entre eux leur demande une étoffe pour faire une torche. Il est sur le point de pénétrer dans leur carriole quand Duraka leur propose de prendre sa cape. Elle est déjà bien usée et elle compte s'en débarrasser, alors les chevaliers acceptent, puis reprennent leur route. Duraka vient de leur sauver la mise, mais comme elle le dit si bien, elle l'a fait pour elle également. Pour défendre ses convictions, elle doit faire des sacrifices, ou alors, comme lui a dit Yolenta, défendre ses convictions ressemble parfois à une malédiction que l'on ne peut se défaire. Nos amis arrivent comme convenu jusqu'à l'atelier où les attendent d'autres hérétiques du Front de Libération. Schmidt leur présente Duraka. Elle est une collaboratrice qui a brûlé le livre, mais heureusement, elle a tout en tête. Elle a même décidé de reprendre l'héritage sentimental de Yolenta en se battant à son tour pour ses convictions. Bolko lui présente ensuite la machine à imprimer qu'il possède. Ils vont bientôt pouvoir commencer à imprimer ce que contient le livre d'Oxy et de Badeni, et ainsi dissoudre l'ordre établi. En ouvrant la caisse détenant les caractères d'imprimerie, Bolko découvre que certains d'entre eux sont cassés, sûrement dû au transport un peu mouvementé. Hélas, l'impression devra attendre. Sauf que Duraka souhaite lancer l'impression le plus rapidement possible. Elle propose les pièces qu'elle possède de son défunt père pour les faire fondre afin d'avoir le plomb nécessaire pour reproduire les pièces manquantes. Ainsi que de rajouter le nom de Yolenta sur le livre. Personne ne la connaît. Il ne risque rien désormais. Une fois la première page imprimée, tous sont étonnés de voir à quel point la machine fonctionne bien. Schmidt envoie deux groupes de ses hommes chargés à acheter du plomb et d'autres à assembler les plaques d'imprimerie. Tout se passe parfaitement bien. Dans quelques jours, les premières pages pourront être distribuées. Mais une fois sorti de la grange, Schmidt découvre que Fry s'est occupé de tuer les chevaux nécessaires pour se déplacer. Il les a trahis et assure les détester depuis toujours. Bien qu'il soit vaincu par Schmidt, il lui dit qu'il a prévenu les autres chevaliers qui ne tarderont pas à arriver. Leur imprimerie est condamnée quoi qu'il arrive. Il lui propose même de le confesser, de retirer tout ce qu'il a dit au sujet de l'orthodoxie d'église. Mais Schmidt n'en a que trop entendu. Il enfonce son épée dans sa trachée. Lewandowski arrive juste après et découvre que Fry les a trahis. Schmidt tient à informer l'ensemble du groupe, les inquisiteurs ont été aperçus au loin. Ils ne vont pas tarder à arriver. Bien que le manuscrit ainsi que les caractères soient cachés, reste le souci de l'imprimerie. Lewandowski propose qu'ils se séparent pour qu'il y ait un maximum de survivants. Une fois le calme revenu, ils pourront reprendre le travail. Cependant, si leur but est de protéger le livre, Duraka a une autre solution à proposer. S'ils unissent leurs forces pour la laisser s'échapper, elle pense pouvoir convaincre Anthony de publier le livre. Voilà une idée audacieuse qui laisse perplexe Schmidt, qui ne voit pas comment elle pourrait réussir à le convaincre. D'autant plus que sa solution entraîne la quasi-totalité des hommes présents à mourir pour la survie d'une seule personne. Deux solutions sont alors posées sur la table. Soit Duraka s'échappe, prenant le risque de négocier avec Anthony, soit quelques hommes du Front de Libération des Hérétiques survivent et peuvent potentiellement obtenir une autre imprimerie pour publier le livre. Pour faire un choix, Duraka propose de s'en remettre à Dieu en lançant une pièce. Si c'est face, on suit le plan de Lewandowski, mais si c'est pile, il l'aide à s'enfuir. Elle lance alors la pièce, puis lorsqu'elle retire sa main, elle découvre que c'est face. Chacun s'échappe de son côté.
Les hommes commencent à sortir de la grange, mais Schmidt décide de retourner la pièce en choisissant finalement de la protéger. Bien qu'ils viennent de se rencontrer, les membres du Front de Libération des Hérétiques comptent sur Douraka pour mener à bien leur mission. Les hommes s'équipent de boucliers ainsi que d'épées, mais Schmidt et Douraka attendent dans une autre grange. Une fois que les inquisiteurs arrivent, les hommes du Front de Libération sortent en formation de tortue pour se protéger des attaques à distance. Novak sait très bien comment venir à bout de cette formation, en combat rapproché. Dès lors, l'assaut est lancé. Mais une fois que les chevaliers de l'église se trouvent au contact des hommes du Front de Libération, Schmidt et Douraka en profitent pour sortir de leur grange et tuent 2 chevaliers pour prendre leurs chevaux. Novak demande à ce qu'on détache les chevaux des carrioles pour les poursuivre. Il est accompagné de 2 chevaliers. Voyant qu'ils se font rattraper, Schmidt décide de les intercepter pour laisser Douraka poursuivre sa route. Pour la première fois, il ressent la peur de mourir, mais il n'a pas le choix s'il souhaite voir le manuscrit publié. Il lance un couteau sur l'un des chevaliers, puis saute sur le deuxième en s'assurant d'envoyer son cheval en plein sur celui de Novak, afin de le faire tomber également. Il se relève et vient à bout du chevalier, mais le premier qui l'a fait tomber en envoyant son couteau s'est relevé et le plante par derrière. Schmidt réussit tout de même à le tuer, mais cette fois, c'est au tour de Novak d'arriver derrière lui pour lui planter son épée dans sa trachée. Il ne reste plus que Douraka pour poursuivre la volonté de Jolenta, mais Novak, touché à la tête, tombe dans les vapes. Il ne peut la poursuivre. Cela nous laisse le temps de voir Douraka arriver jusqu'au père Anthony afin de négocier avec lui au sujet du manuscrit. Les gens se tournent de plus en plus vers le plaisir au détriment de la religion. Les livres en feront partie dans le futur. Ce qu'elle lui propose est alors très simple. Utiliser l'imprimerie pour publier des livres afin de faire d'énormes profits. Mais là où ça se complique, c'est lorsqu'elle dévoile le sujet du manuscrit qu'elle souhaite publier, du mouvement de la Terre. Anthony ouvre grand les yeux et voilà une provocation et une action blasphématoire. Sauf que Douraka n'a jamais vu nulle part dans le passé où émettre l'idée que la Terre tourne était interdite. Elle ne voit là qu'un sujet passionnant où les gens pourraient débattre pour défendre leurs idées. En y repensant, Anthony reconnaît qu'il n'a jamais vu un quelconque passage dans les Saintes Écritures disant que l'héliocentrisme est interdit. Mais il est vrai que cela a toujours été perçu comme une trahison des Saintes Écritures. Étonnamment, Anthony finit par accepter de publier son manuscrit. Cependant, si jamais le vent tourne en sa défaveur, il ne lui fera aucun cadeau. De plus, les profits lui reviennent à hauteur de 80%. Douraka accepte sans hésiter. Elle demande une dernière chose, si elle peut envoyer une lettre, celle que lui a remis Jolenta. Il accepte qu'elle utilise l'un de ses pigeons voyageurs. C'est au tour de Novak d'arriver aux portes de la ville. Il se présente en tant qu'inquisiteur et recherche une jeune femme. Les gardes lui disent qu'elle est partie en direction de l'église. Une fois arrivé, il tombe nez à nez sur elle aux côtés du père Anthony. Il lui demande de faire attention à cette femme car elle croit en l'héliocentrisme. Mais face à l'impassibilité d'Anthony, Novak comprend qu'il est au courant. Le père Anthony lui demande en quoi l'héliocentrisme est-il blasphématoire. Il n'est qu'un postulat mathématique qui tient à démontrer que la Terre bouge. Et quand bien même il s'avère exact, c'est aux théologiens de réinterpréter les Saintes Écritures afin de mieux les comprendre. À l'époque du grand évêque, le père d'Anthony, ce dernier réfute les théories plaçant le soleil au centre de l'univers et a commencé à dénoncer ces dires comme un acte blasphématoire envers Dieu. C'est ensuite que l'Église s'est mise à poursuivre tous ceux qui ont réalisé des recherches à ce sujet pour hérésie. Mais le grand évêque, adorateur d'astronomie, a très bien pu faire un complexe d'infériorité face à cette théorie. Novak ne peut accepter que tous les hommes qu'il a exécutés ne soient dus qu'à un malentendu. Rafale, Oxy, Badeni ou encore sa fille Jolenta. Mais Anthony tient à l'éclairer à ce sujet. Toutes ces exécutions n'ont pas été rendues publiques. Cela est étrange pour un acte qui se dit blasphématoire. Il a chargé certains de ses hommes de détruire tous les rapports restants de Novak. Il ne reste désormais plus rien, aucune trace de son passage dans l'histoire. Novak n'est cependant pas dupe. Il voit bien qu'Anthony utilise les mots à sa convenance pour le convaincre de laisser tomber. Alors qu'au fond, c'est l'argent qui l'intéresse, et non défendre les Saintes Écritures. Bien que Douraka voit un futur se profiler davantage sur la recherche d'argent au détriment de la foi, Novak de son côté ne peut tolérer une telle société. Il lui reste une solution pour que le vent ne tourne pas en sa défaveur. Supprimer le père Anthony. Il a également éparpillé de l'alcool tout autour de l'église car il craignait en arriver là au moment où il a appris la présence de Douraka au sein de l'église. Désormais, que cette dernière s'enfuit et alerte l'église de son acte odieux n'a pas d'importance. Il y a peu de chances que les gens la croient, mais dans le doute, ils préfèrent tout de même la tuer. Douraka tente de passer en courant, mais l'apparition soudaine des flammes devant elle l'oblige à s'arrêter instinctivement, ce qui donne l'occasion à Novak de la poignarder par derrière. Douraka ne se laisse pas faire pour autant et prend son couteau pour le lui planter à son tour dans la poitrine, puis s'enfuit à travers les flammes. Étant gravement blessé, Novak sait parfaitement que ses derniers instants sont comptés. Il a subitement une illusion du jeune Rafale, celui qui a été le point de départ de cette lutte terrible face à l'héliocentrisme.
C'est également lui qui lui a fait ressentir pour la première fois de la peine lorsqu'il a choisi de mourir pour défendre ses convictions alors qu'il n'avait que 12 ans. Pour Rafale, les conflits ne cesseront jamais. Les gens sont toujours plus nombreux et ils sont tous différents. Certains sont honnêtes, d'autres menteurs, certains lâches, d'autres courageux. Mais une même personne peut détenir tous ses sentiments et les dévoiler différemment d'un jour à l'autre. Il est persuadé que même si les individus se haïssent, ensemble ils œuvrent pour le futur. Des paroles qui viennent réconforter Novak ? Rien n'est moins sûr. Cependant, il lui reste une chose à vérifier. Il porte sur lui le gant de sa fille Yolenta, ainsi que sa main qu'il a récupérée lorsqu'elle s'est suicidée en s'explosant avec la poudre. Il essaie le gant sur la main récupérée pour vérifier s'il s'agit d'elle. Et il découvre que la chef du Front de Libération des Hérétiques était bien sa fille Yolenta. Si l'héliocentrisme n'est pas un blasphème envers Dieu, il le supplie de lui ouvrir les portes du paradis pour l'accueillir à ses côtés avant de rendre son dernier souffle. De son côté, la jeune Duraka s'est enfuie, mais elle est mortellement touchée. Elle ne peut poursuivre sa fuite. Elle décide d'accrocher la lettre que lui a transmise Yolenta avant de mourir à la patte d'un pigeon voyageur donné par le père Anthony. Elle non plus n'a pas réussi à réaliser son rêve, amasser assez d'argent pour vivre en toute tranquillité. Mais avant de rejoindre le ciel, elle voit au loin le soleil se lever. Elle goûte pour la première fois depuis des années au bonheur de ressentir les premiers rayons lumineux sur sa peau, comme le lui avait promis Schmidt. 1468, ville du royaume de Pologne. Nous découvrons un boulanger qui connaît des affaires florissantes grâce à son employé Albert. Une fois la dure journée de travail terminée, le boulanger remercie Albert pour ses nombreux conseils qui lui ont permis d'être le plus rentable possible en se basant sur le prix du blé en cours et les restrictions imposées par les autorités. Pour le remercier, il souhaite lui offrir l'accès à l'université pour qu'il puisse étendre ses connaissances. Bien que l'offre soit généreuse, Albert refuse. Il ne souhaite pas être mis en compétition avec d'autres individus. Cela n'engendre que le chaos. Il préfère vivre sa vie comme tous les autres. Le boulanger voit bien qu'il porte toujours sur lui un astrolabe. L'astronomie est sa passion, et comme le dit si bien Aristote, l'homme est le plus heureux lorsqu'il exerce sa passion. Il est encore jeune et il doit profiter de ce qui l'intéresse réellement au lieu de rester ici pour vendre du pain en sa compagnie. Le lendemain, Albert part pour livrer du pain frais à l'église. En entrant, il ne trouve personne, mais il découvre un confessionnal. C'est quelque chose tout à fait nouveau pour lui. Les confessions se faisaient normalement à l'extérieur et non dans un endroit aussi clos, aussi étroit. À l'intérieur, le prêtre de l'église s'y trouve et lui demande s'il souhaite se confesser. Étant son premier intéressé, il insiste en lui demandant si quelque chose le tourmente ces derniers temps. Albert lui raconte qu'on lui a proposé d'aller à l'université, mais il a refusé. Le prêtre souhaite en savoir davantage, alors il lui propose de se libérer en confiant ses tourments. En échange, il lui racontera l'un de ses tourments pour le rassurer. Albert accepte. Il commence par dire qu'il vient d'un village nommé Brudzewo. Il a perdu sa mère très jeune, c'est son père qui l'a élevé seul. Ce dernier voit l'instruction comme essentielle pour faire avancer la société. Alors, quoi de plus normal pour Albert d'avoir appris à lire rapidement. Il s'intéresse à tous les sujets, mais plus particulièrement à l'étude des astres. Contempler le ciel le fascine. Son père ne voit là aucun intérêt d'apprendre des choses si cela n'aboutit à rien de concret. Par exemple, apprendre ce qu'est une étoile est vain si ça ne sert à rien en retour de détenir cette information. Malgré tout, il ne souhaite pas arrêter l'envie d'apprendre à son fils. Alors il fait venir un précepteur pour lui apprendre les choses dont il désire. Son nom, Rafale. Il constate que le jeune Albert aime regarder les étoiles, mais il ne connaît pas encore les constellations. Rafale lui montre pour commencer celle du Sagittaire. En reliant les étoiles éparpillées, on forme ces constellations, et il en existe énormément. Les anciens philosophes utilisent un terme lorsque l'on est émerveillé par un événement ou quelque chose en particulier. Thomasine. C'est là que commence la phase de questionnement. Contrairement à ce que lui a dit son père plus tôt, savoir n'est pas inutile, même si cela ne profite pas à la société. C'est même essentiel. Croire en son intuition, à son envie d'apprendre, n'est pas un acte répréhensible. Au vu de ses progrès, Rafale lui propose de se joindre à lui lors d'un rassemblement de gens qui partagent cette ferveur d'apprendre. Les domaines y sont multiples. Théorie, observation, tout est sujet à débat. Les interdits peuvent même être franchis. Cela stimule la réflexion. Albert accepte avec grand plaisir et dès le lendemain, les voilà tous deux au dit rassemblement. Rafale fait les présentations comme il se doit à l'ensemble des invités, puis il doit s'absenter. Il propose à Albert de profiter de la soirée en rejoignant un groupe traitant de cosmologie. Albert est alors fasciné par ce qu'il se dit, mais il a oublié de noter les observations d'aujourd'hui. Il ne veut pas partir de la soirée, mais c'est plus fort que lui. En rentrant chez lui, il espère que son père accepte de le laisser repartir, mais lorsqu'il ouvre la porte de sa maison, il découvre son père allongé sur le sol en sang. Rafale se tient devant lui, couteau à la main. Il est navré qu'Albert ait vu ça, mais il lui demande de garder son sang-froid. Il recherche des documents depuis de nombreuses années au sujet d'une théorie de l'univers, allant à l'encontre de celui que l'on connaît aujourd'hui.
Il se trouve que le père d'Albert détient une piste de ce qu'il cherche, alors Rafale lui a proposé de partager ses documents avec lui. Sauf que le père d'Albert a refusé immédiatement. Rafale ne pouvait pas laisser passer une chance pareille, alors il a décidé de le tuer pour lui soutirer les documents dont il a besoin, car il menaçait de les brûler. S'il l'avait fait, ces informations seraient tombées dans l'oubli, ce qui est impardonnable pour Rafale. Le sacrifice n'est qu'une étape nécessaire parfois à la découverte de la vérité. Après quoi Rafale a été capturé et arrêté. Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Son père lui a toujours dit de douter, mais c'est ce qui a causé sa perte, tandis que son précepteur Rafale lui a dit de croire, mais ce sont ses convictions qui l'ont conduit à tuer quelqu'un. Depuis, Albert ne voit dans le savoir qu'une recherche de la vérité qui amène à la destruction et au chaos. Désormais, comme promis, c'est au prêtre de se livrer. Il a laissé un ami mourir. Dans le cadre de son travail, il a commis un acte irréparable, ce qui l'a conduit à la mort. Même aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il aurait pu faire pour lui éviter un tel futur. Mais ce qu'il sait en revanche, c'est qu'avant aujourd'hui, il n'avait jamais remis en question cet incident passé à quiconque. Le prêtre en question qui se confie est l'un des inquisiteurs formés par Novak, qui était avec le jeune garçon qui a laissé s'échapper Yolenta. Avant de les laisser partir, il a une dernière question à lui poser. Que doit-on donner pour connaître la vérité de ce monde? S'il n'a pas la réponse, peut-être que de se rendre à l'université lui permettrait de la trouver. Albert sait que pour élucider ce monde, agir seul comme a pu le faire Rafale n'est pas la bonne solution. L'être humain est un être social, il doit s'unir pour avancer. Il change d'avis et fait part au boulanger, l'homme qui l'a élevé, de s'inscrire à l'université. Ils seront alors à Cracovie pour signer son inscription en tant qu'Albert Brudjowski. Par la suite, il y devient professeur de mathématiques et de philosophie pendant 20 ans. Au cours de sa vie, il exprime son scepticisme quant au modèle géocentrique, mais sans pour autant ouvrir une autre théorie de l'univers. En 1482, il écrit un livre sur le manuel d'astronomie de l'époque, Théorie nouvelle des planètes, qui connaît un grand succès au sein de l'université. En 1491, l'un des élèves qui apprend l'astronomie grâce à son livre est un jeune homme du nom de Copernic, l'homme qui est parvenu à démontrer et à prouver l'héliocentrisme. Si vous vous posez des questions au sujet du retour inattendu de Rafale, c'est tout à fait normal. L'auteur laisse volontairement le doute planer sur ce personnage. Certains pensent qu'il s'agit d'un autre personnage lui ressemblant fortement pour boucler la boucle de l'histoire. D'autres encore estiment qu'il s'agit de la même histoire mais dans un autre univers, surtout en raison du début de l'histoire qui commence par nous présenter le royaume de paix au lieu du royaume de Pologne. Personnellement, j'aime assez penser au what if. C'est-à-dire que la fin nous montre ce que serait devenu Rafale si jamais il avait fait le choix d'accepter les conditions demandées lors de son jugement afin d'éviter la mort sur le bûcher. Vous êtes libre d'interpréter cette fin qui m'a fait réfléchir tout de même pas mal de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que cet animé m'a transporté du début jusqu'à la fin. Merci Uoto.